Bien le bonjour aventuriers de bord de ciel. Je vous retrouve aujourd'hui après notre déballage de Skyrim hier. Je vais m'attaquer au bouquin de règles. Donc le but de ces vidéos, parce qu'il y en aura deux voire trois, on a quand même une cinquantaine de pages dans le livre de règles et aussi une trentaine, vingtaine, ah peut-être pas non, le tutoriel ça va représenter une quinzaine de pages. L'idée aujourd'hui, c'est de voir ce que nous propose le tutoriel. Au passage, tant que j'y pense, merci pour vos premiers tours suite au déballage. Une info d'ailleurs, notamment sur la boîte de monstres, qui n'est pas particulièrement simple à trouver. L'un d'entre vous m'a signalé que certains monstres n'étaient pas dans la boîte. En fait, je suppose que ça va être les dragons. J'ai pas regardé encore sur Ternet. Les dragons, puisque on peut rencontrer des dragons dans le jeu en tant qu'ennemis, mais sinon, je vais dire les petits ennemis de type les Dunmer, les vampires, les animaux aussi, je pense qu'on doit pouvoir les avoir. Bon, je ne suis toujours pas positionné sur le fait de la prendre ou pas, cette boîte de monstres. Je reste sur du non. Sur du non, tout va dépendre du ressenti avec Skyrim et puis surtout de la durée de vie qu'il va offrir. Tiens, d'ailleurs, il me semble que j'avais vu passer une info sur des extensions futures, parce que là, je vous rappelle qu'on a une mini-campagne de 6 scénarios en tout, enfin 2 mini-campagnes composées chacune de 3 scénarios. Même si on en a pour 3 heures à peu près par scénario, c'est vrai qu'on n'a pas une durée de vie de dingue pour l'instant. Mais en même temps, Friedrich, on n'oublie pas que les gros jeux à très grosse durée de vie, qui est-ce qui ne va pas au bout? C'est Bibi. Bah, je suis pas tout seul, hein. Je ne suis pas tout seul, mais enfin quand même. Donc là, les 6 scénarios, ça va être parfait. Et si on y allait, alors, ah tiens, oui, j'ai même pas déballé toutes les cartes, j'ai fait que les mini-cartes. Bon, de toute façon, on s'en fiche, on va voir. Avec le tutoriel, donc le principe, hein, c'est que page après page, on lit ce qu'il y a dans le tutoriel, dans les règles, pour vraiment voir comment c'est fichu. Modifius, c'est quoi? C'est l'éditeur. J'ai pas regardé ce qu'ils avaient fait de plus. Alors, il est recto verso, si je puis dire, ce livret tutoriel, parce que d'un côté, on a comment apprendre à jouer, et de l'autre côté, nous avons le livret de scénario. J'ai failli ouvrir, mais je referme. Ouais, c'est bon, on tombe sur une table des matières seulement. À propos de ce livret, d'accord, le visuel ici, excellent. Il n'y a pas à tortiller, hein. Plus je le manipule juste comme ça, plus je me dis que si on n'a pas eu affaire à Skyrim, le jeu vidéo, bah, peut-être que l'immersion sera atténuée. Quoique, on a quand même du matos qui fait un sacré appel du pied pour aller à l'aventure, donc je me trompe peut-être. Encore un visuel sympa. La table des matières. Mission d'initiation, premier tour de jeu, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour. Avec une félicitation, vous avez terminé le tutoriel. Ok, à propos de ce livret. Destiné à vous initier à The Elder Scrolls V Skyrim, le jeu d'aventure. Il ne renferme pas de règles à proprement parler, mais contient néanmoins des renvois vers des pages spécifiques du livret de règles, lorsque cela s'avère nécessaire. Vous pouvez vous lancer dans la mission du tuto sans avoir lu les règles et vous contenter des renvois apparaissant dans ce livret. Il est toutefois judicieux de lire le livret de règles une fois avant de commencer. Ah ouais, sans déconner.
Si vous n'avez pas l'intention de jouer ce tutoriel, retournez ce livret pour accéder au livret de scénario et commencer le chapitre 1 de la première campagne. Mais nous avons bien l'intention de jouer ce tutoriel. Mission d'initiation. Alors, pour une question de pratique, est-ce qu'il ne va pas falloir que je le mette comme ça? Bah oui, on va commencer à triturer le matos, hein. Voilà, c'est propre, ça fait pas de bobo. Petite astuce parfois, parce que les pages me paraissent bien légères. Un bout de scotch ici et ici au niveau des agrafes, histoire de renforcer. Sur certains bouquins de jeu, ça fait pas de mal. Alors, mission d'initiation. Moava Karnaï, au service de 2 maîtres. Elle obéit aux ordres du Talmor, les forces armées du domaine Aldmeri, et fait régner leurs lois à bord de ciel. Mais elle est également à ma solde. Pour l'instant, nos buts concordent, mais combien de temps cela va-t-il durer? Bienvenue dans le tuto de Skyrim. Vous découvrirez les mécanismes de base et ferez vos premiers pas dans Bord de Ciel. Au cours d'une partie standard, vous piochez des cartes au hasard et lancez des dés. Pour les besoins de ce tuto, il vous sera souvent demandé d'aller chercher des cartes spécifiques ou de placer un dé sur un résultat donné afin de mieux vous faire comprendre comment marchent les choses. Ce tutoriel est destiné à un seul joueur, mais rien ne vous empêche de le faire à plusieurs. Il ne vous prendra pas plus de 20 à 30 minutes et vous permettra de mieux profiter de la suite. Matériel et mise en place. Paquet tuto. Le numéro de chacune de ces cartes est précédé d'un T. À noter qu'il n'y a pas de carte 17. Chacune de ces cartes est précédée d'un T. Ah! Ah oui, ok. G. Ici, T1. Parfait. Donc, on prend ce paquet-là. Paquet équipement. On a le symbole d'un coffre-forge. Paquet personnage. Ah oui, tiens, j'ai pas mon paquet de personnages. Qu'est-ce que je veux? Bon, on verra. On verra. Carte Vazar et ours du paquet animal. C'est ça. Donc là, on sait qu'on va affronter des Vazars et des ours. Vazar, c'est de la bousasse. Des ours, c'est un peu plus costos. Les dés. Pour nos tests de compétences, on met ça là. Oh, j'ai pas pris la piste de dés pour faire moins de bruit. On verra ça après. Ah, le rouge, c'est le dé ennemi. Figurine de joueur qu'agite. Ah oui, mais oui, on n'a pas le choix. Donc on prend la figurine. Elle est armée d'une masse. Elle ou il. Ça a l'air d'être il. Je te mets sur le côté. Paquet trésor de base. Alors là, le dos, on va le reconnaître. C'est quoi ça? Paquet équipement et paquet trésor de base. On va les reconnaître comment? Bah, je suppose par rapport au dos grisé. Ah tiens, ça, faut peut-être pas que je le mette dans ce sens-là. C'est le paquet de scénario. Ils appellent ça statut. Donc, paquet d'équipement de base, ça doit être le gris là. Après, on a des couleurs un peu plus dorées, je suppose. Oh la vache! Elle glisse. Bon, là, c'est pas grave en soi parce qu'elles sont en tirage aléatoire. J'espère. Ouais, elles sont pas numérotées. Allez, on met ça comme ça, pas très loin, d'accord. Ah tiens, petite astuce pour les boîtes d'inserts fournies dans le jeu qui ont un couvercle. Parfois, elles sont... Là, c'est assez costaud, hein. Sur le côté, c'est assez épais. Mais si vous mettez le couvercle dessous,
ça permet de renforcer et parfois ça évite que ça se casse un petit peu et que vous foutiez tout par terre. Voilà, c'était l'astuce du jour. Ensuite, on va avoir besoin de quoi? Les pions, ingrédients, ça ce sont des gemmes spirituelles. Ingrédients plantes, des pions or, les pions expérience, les pions menace et les marqueurs de quête. Ah d'accord, ça ce sont les marqueurs de quête. Ah mais oui, ce symbole-là sur dans le jeu, au début c'était habitable. Pour s'orienter et se diriger correctement vers une quête, surtout sur celle qui avait un niveau. Il fallait aller dans une grotte en hauteur ou descendre dans des niveaux inférieurs, ou même dans une cave. Parfois à trouver, c'était casse-burne. Donc on a des gemmes, des plantes. Donc ça c'est ce qu'on va pouvoir récolter sur le plateau. Alors plateau, je confirme, il est très très grand. On va prendre un peu de hauteur autant que l'on puisse le faire. Stop! Il est grand, il est grand, il est grand, il y a plein de choses à voir dessus. Alors, c'est pourquoi j'en venais à vouloir voir le plateau. Ah oui, par rapport à ce qu'on peut récolter là, notamment les plantes, je suppose que ça va être dans des lieux comme ceci, on voit que c'est nature. Et puis, on avait quoi? Des gemmes spirituelles. Alors, ce sera peut-être dans les zones avec un minage possible. On verra. Mais j'aime bien faire des supputations et m'apercevoir que je me plante bien après. C'est cool ça. Après, effectuez la mise en place du jeu et de celui de votre personnage comme indiqué en pages 8 et 11. Comme indiqué en pages 8 et 11. Alors, 8 et 11 de ce tuto, 8 et 11 des règles. Premier tour, non, ça va être 8 à 11 du livret de règles. Aperçu. Bon, ça pour l'instant, je ne m'y intéresse pas. Mise en place, ok. 8 et 11. Et oui, 8 et 11 du livret de règles. Vous voyez, c'était bien marqué. Ensuite, on y viendra après. Mise en place du plateau. Disposez le plateau au centre de la table à portée de chaque joueur, puis dans la partie inférieure, placez de gauche à droite les paquets donjons suivants face cachée. Animal, humain, mort-vivant, Dédra, automate. Laissez un espace vide à côté de chaque paquet afin de prévoir sa défausse. Oui. Et là, on nous demande de mettre ça où? Ici en bas. Chaque paquet de cartes. Ok, donc ça va être ça. A priori. Attention, je vais faire souffrir. Les cartes du dessus, non, pas du tout. Elles sont sympas, hein. Et puis costauds. Donc on a, tiens, voilà notre ours. Vaza, Ragnard. Ah ouais, ça c'était de la saloperie aussi. Les rats. Et ours. Piège à ours. Ah, attention, symbole différent. Paquet animal, pour l'instant, on nous demande. De toute façon, non. On nous a demandé de répartir ces cartes. Ok, alors on a quoi? Animal humain. Ça peut pas être humain. Va falloir se mettre les symboles en tête, hein. Ça, c'est les humains, d'accord. Après, on a des trucs. Seigneur Dremora. Ah là là, il me faisait flipper aussi, mais tout me faisait flipper dans ce jeu. On a encore des animaux ici, qui est normal puisque j'avais retourné les cartes. Qu'est-ce que j'ai foutu en bordel, moi? Tac, clac, clac, clac. Ok.
Alors, pour l'instant, ce que je vais faire, je vais pas mettre tout ça sur le bas du plateau parce que en bas de plateau, pour des raisons pratiques, j'ai mon plateau de personnages. Donc, on sait en plus que pour les besoins du tutoriel, on aura besoin des vasars et des ours. Je vais mettre ça sur le côté. Ah tiens, d'ailleurs, je n'ai pas pris mes porte-cartes pour répartir tout ça. On verra ça après. Ensuite, les cartes de ces paquets sont pourvues d'un numéro allant de 0 à 7 situé dans le coin supérieur gauche. Assurez-vous que les cartes sont classées dans l'ordre numérique afin que la carte 7 soit au bas du paquet et que les 3 cartes 0 soient au sommet. Pour chaque paquet, prenez les 3 premières cartes numérotées 0, mélangez-les, remettez-les au sommet du paquet. Oui, ça comme... Ah ouais, d'accord. Comme bien souvent dans ce type de jeu à rencontre, on a des rencontres qui vont crescendo. Plus ça va aller, plus ça va être costaud. Ouais. Atronac de feu, Barbare Drémora. Ouais, d'accord. Piège à gaz explosif. Pourquoi ils nous les ont mélangés? Ah non, d'accord. Ça fait partie de la même catégorie. Donc là, on est bon avec notre Vazar et notre ours. Ah, l'ours, c'est considéré comme de la petitesse. Et B. Prenez les deux paquets numérotés. L'un de taille standard et l'autre composé de mini-cartes. Classez-les dans l'ordre numérique, mettez-les dans les boîtes de rangement numérotées. Consultez le livret des scénarios pour savoir comment construire le paquet événement en fonction du chapitre que vous jouez. Placez ensuite ce paquet dans son emplacement attitré du plateau. Hmm. Donc ça fait partie des autres cartes. Pour l'instant, normalement, on n'en aura pas besoin. Mélangez les paquets suivants: les améliorations, les enchantements, les zones sauvages, les villes, les trésors de base, trésors avancés, trésors dragons, marché de puissance, marché d'ombre, marché de sorcellerie. Placez ensuite le paquet équipement à côté des autres paquets. Tac. D'où l'intérêt pour autant de cartes d'avoir les porte-cartes. Ça permet de condenser dans un seul et même lieu. Créer des réserves pour les pions suivants. Bon, ça j'ai. Monstre errant, menace, ok. Constituer une réserve pour les cubes armure, d'accord. Pour finir, chaque joueur prend un plateau de personnages. Carte personnage. Alors, ils ont quelle tronche? Carte personnage, on en a 6. Encore faut-il que je les trouve. Allez, on va ouvrir ce second paquet. Carte format classique. Pas l'air d'être ça. Là, ce sont peut-être Non. Ça. Ah ouais, ok, ça a des symboles particuliers derrière. Je découvre en même temps, hein, c'est le but de cette vidéo. Là, on a la grosse boîte avec toutes les cartes numérotées, mais c'est spécifique au futur scénario en campagne. Donc, je ne m'en inquiète pas. Ici, invasion. Qu'est-ce que... Ah. Voilà. Ah bah d'accord, oui. Oui, il y a d'autres cartes. Ça, ce sont les événements. Événements. Ah, il y en a un bon petit paquet quand même. On a combien de cartes événements? 68. Ah oui, c'est pas mal.
Et 297 cartes quêtes qui composent les campagnes. Oui, c'est bien. Alors, les cartes événements, bah, nous avons sur la droite du plateau un emplacement dédié ici même. Tac, on verra que. Alors là, on a la pile. En dessous, on va avoir les événements actifs et la défausse. Et j'en arrive à nos cartes x6 de personnages. On a le nordique, une fois par tour de jeu. Une fois par tour de jeu, ouais, tout leur pouvoir, là, c'est une fois par tour de jeu. Donc nous avons le nordique, le Kahagit. Non, c'est pas Kahagit, c'est Kahagit. L'impérial. L'Orzimer, les Dunmer et l'Atmer. Donc, ils ont tous un pouvoir. Le cri de guerre, la vision nocturne. Ah oui, parce que lui combattant, lui plutôt furtif. L'impérial, la chance impériale, certainement touche à tout. L'orc berserk. Le Dunmer aura enflammé orienté magie. Et l'Altmer régalien axé sur le combat. L'anneau perso, ok. Alors, les cartes personnages déterminent l'espèce à laquelle appartient le personnage. Chaque espèce possède 3 capacités innées qui lui sont propres. La première sert en combat et peut être utilisée dès le début du jeu. Elle ne compte pas pour une action de combat. Elle ne peut être utilisée qu'une fois par tour de jeu, mais à tout moment. Pour les 2 suivantes, le personnage va devoir maîtriser une compétence, par exemple l'Orsimer gagne une armure après avoir appris la compétence armure lourde. Après avoir appris armure lourde, si vous avez une armure équipée, gagnez 1 d'armure. L'action de repos est présente sur toutes les cartes personnages. L'action de repos. Donc ces deux-là, il faudra les apprendre et on a tous une action de repos identique. Ok. Ça permet de récupérer 2 trucs verts et 2 trucs violets. Alors c'est quoi les trucs verts et les trucs violets? J'avais ça au cul. La vigueur et la magie. Vert, c'est notre vigueur. Violet, ce sera notre magie. Il est judicieux de perdre un peu de temps pour étudier ces cartes et se familiariser avec leurs règles. Certes, mais pour l'heure, on va s'intéresser au Kahagit. Donc, vision nocturne. En combat, je perds un machin rouge. 1 de santé, quoi? En combat, je perds 1 de santé pour gagner furtivité. Ça me fait bondir ça. Quel est le lien entre la vision et perdre de la vie? Bon, on commence avec des griffes à la place des poings. Ah ouais, c'est mieux. Plutôt que de se battre à main nue, au moins on utilise nos griffes. Bon, d'accord. On a quoi au dos? Alors pourquoi c'est recto verso? Parce que le genre masculin féminin. Ah cool. Alors par contre la figurine, oui, reste suffisamment bien faite pour que ce soit une représentation masculine ou féminine. Ok. Après, il est judicieux de perdre un peu de temps. Ouais, d'accord. Bon, bah, après ça, on sait qu'il faudra dépenser quelque chose pour les acquérir. La menace. De nombreuses cartes font état de menace. Chaque fois que ce symbole apparaît, les joueurs doivent placer un pion menace sur une carte apte à en recevoir un. L'aspect des pions menace est le suivant. Alors oui, là, on en a un sacré paquet de jetons menace. Le haut roi bord de ciel est régi par 9 jarls.
un pour chaque châtellerie, toutes inféodées au roi, la personne la plus influente de la province. La mort d'un haut roi constitue un événement capital qui ne manque jamais de plonger la région dans le chaos et le désarroi. Est-ce que ce serait pas lui, le haut roi? Tiens d'ailleurs, comment on te nomme toi? Elle est où sa figurine? Ah, elle est pas représentée là. Ou alors j'ai de la merdasse ce matin dans les yeux. Non, 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 on sait pas qui tu es. Bon bah ok. Retour dans la boîte. Alors, après, on a un placement là sur l'entièreté du plateau A4, nos plateaux joueurs. Ça c'est quoi? C'est le verso du plateau? Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à bien voir. Mhm. Bon, peut-être que ce sera à découvrir ultérieurement, mais je vois pas de piste qui correspondent à ça. On passe, on passe, on passe. Alors que j'aille pas trop loin, hein, la mise en place c'est 8 à 11. 10, 11, ok, on va y arriver. Ah, la chouette carte. Eh, mais ça me rappelle le guide. Il y a quoi? Il y a plus de 15 ans, plus de 20 ans, pour les très gros jeux qui sortaient, notamment chez Blizzard, Bethesda. Il y avait une version papier des guides. J'adorais acheter ça et puis les consulter. Généralement, c'était des, comment on va dire, des infos un peu lambda, basiques, qui servaient pas toujours à grand chose. Mais alors, c'était bien, c'était des guides énormes de plus de 200 pages. La folie. Bon, bref, mise en place du plateau. Chaque joueur prend une carte perso. La figurine qui correspond. Cette étape peut être résolue aléatoirement en mélangeant le paquet perso et en piochant. Alternativement, les joueurs peuvent s'entendre pour chacun choisir. Oula, pardon. Alternativement, les joueurs peuvent s'entendre pour chacun choisir le personnage qui correspond le mieux à leur style de jeu. Ouais, ok, ouais, c'est français. Chaque joueur prend ensuite les cartes suivantes. Point, robe usée et potion de soins légers. Point, robe usée et potion de soins légers. Alors ça, est-ce que ce serait pas dans le paquet de cartes classiques? Attendez, je vais balayer comme ça. Point, comment tu t'appelles? Point, robe usée et potion de soins. Point, robe usée et potion de soins. Non, non. Point, robe usée, potion de soins. Ah! Ça ne fait pas partie de ces cartes-là. J'aurais cru pourtant. C'est pas dans le forgeage quand même. Ah, point. Griffe, potion de soin. J'ai un d'autres cartes plutôt dorées alors que l'autre était plutôt grisâtre. Et point, je l'ai vu passer. Robe usée, tiens, j'en ai une là. Ah oui, alors ça va venir en 4 exemplaires parce que 4 joueurs. Donc la robe usée, les points. Alors je vais prendre tout de suite griffe parce que c'est spécifique à notre perso Khajiit. Et potion de soins légers. Ouais, donc ça c'était les cartes au-dessus du paquet équipement comme ça. Ok. On referme. Alors, nos points, bon, les visuels sont assez cool. Ça me rappelle vraiment le démarrage du jeu vidéo. On était en guenille dans notre prison, dans notre charrette, et après on allait en prison. Rebusé, furtivité 1. Potion de soins légers.
remets 2 vigueur pour soin 1. Une utilisation maximum par round de combat. Ah, ça veut dire qu'on va pas la perdre. Et puis nos points, on a un effet particulier. Alors, je vais troquer point contre griffe, je suppose, mais après. Si un joueur a choisi le Khajiit, il remplace la carte point par les griffes, d'accord. Point et griffes comptent tous deux comme des armes à 2 mains. Ah oui, à tout moment du jeu, si un joueur se retrouve sans arme, il utilisera ses points par défaut, ou dans le cas du Khajiit, des griffes. De même, un joueur qui perd son armure utilisera sa robe usée. C'est dommage. Alors, placez les cartes robe usée, potion de soins légers dans les emplacements armure et bijoux. Alors, j'ai vu que ça, c'était bijoux, c'est là. Donc, potion de soins légers, ça va aller ici. Les points, c'est dans la zone de main. Nous reste, alors, pardon, je remplace comme ça. Et il nous reste la robe dans la zone armure. Voilà comment se dessine notre futur plateau. Après, placez la carte griffe entre les 2 emplacements de main, indiquant ainsi que l'arme est équipée pour utiliser les 2 mains. Ça rend son utilisation incompatible avec une autre arme, un sort ou un bouclier. Chaque joueur prend 2. Alors c'est quoi ça? Bonne question. Un cube de santé. Ah oui, 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 alors attention. Là, on va venir ici. C'est ça ou pas? Un cube de santé qui va aller là. Un cube de vigueur, un cube de magie. On a des cubes de différentes couleurs. Santé, je vais dire que c'est rouge. Le vert, ça va être pour la vigueur. Et la magie, je vais prendre bleu. C'est pas grave si c'est pas les bonnes couleurs correspondantes. Ça me paraît cohérent. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Il nous restera un sachet de cubes comme ça. Et on verra à quoi ça correspond. Bon, j'aimerais bien avoir mes 2 jetons. Ah, c'est nature, peut-être. Ce serait pas les pions nature, ça y ressemble pas. Si, on va dire que si. Donc je les place où? Je les place comme ça. Tac. Un pion coup final. Un pion coup final. Ce serait un pion. Ah oui, d'accord, c'est les espèces de pions comme ça, là. Je mettrais ça où? Ok, je me souviens d'une chose. Qu'est-ce que j'ai dit hier au déballage? C'est que les pions à insérer dans les emplacements du plateau joueur, ça allait être une galère monumentale à retirer. Il va falloir les manœuvrer, les bouger. Donc ça, c'est le fameux pion coup final. Ce que je vais faire, je vais le remplacer aussi par un rouge. Et là, je vois l'emplacement coup final, il serait... Ah oui, d'accord, il serait là. C'est pas très... Ah non, on a les cubes à placer. On va faire tout pareil, hein. On découvre, on découvre. Et là, par contre, c'est le coup final. Donc, faut pas que ce soit de la même couleur. Bah, pas de souci. Pour l'instant, je vais le prendre jaune. Il va aller là. Et ça, je verrai si j'utilise vraiment ou pas.
Alors, un pion, limite de piste de santé. Un pion limite de piste. Alors ça, ce sont les flèches. Et ça va normalement juste derrière. Ah mince, il faut vraiment les utiliser. D'où l'intérêt de les surélever avec peut-être la pâte à fixe, comme je l'ai évoqué hier, pour que ce soit plus facile de les prendre. Et un pion limite piste de magie. Ok. Placez le pion coup final sur le premier emplacement de la piste. Les pions qui indiquent les limites de piste dans le 6e emplacement des pistes. La flèche pointée vers la droite. On place les cubes. Magie, vigueur et combat dans le 5e emplacement de leur piste. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bien ça. Le plateau de personnages contient 4 emplacements de sac à dos. 4 emplacements de sac à dos. 1, 2, 3, 4. D'accord. Chaque emplacement peut recevoir un objet. À tout moment, si un joueur gagne un objet dont il ne peut s'équiper ou qu'il ne peut placer dans son sac à dos, il doit soit le défausser, soit faire de la place dans son sac. Les cartes objets de sort avec une main n'occupent pas d'emplacement de sac à dos. Vous pouvez les stocker dans la section sac à dos, mais ils ne comptent pas dans la limite. Ok. Dans le coin inférieur droit du plateau de personnage se trouvent 2 emplacements statues. Ici. Yes. Yes, yes, yes. Bien que le nombre de statues ne soit pas limité, il est conseillé de placer les 2 statues que vous utilisez le plus dans ces emplacements. L'emplacement bijoux et potions, ici en haut à gauche, peut contenir un maximum de 4 objets à la fois. Ok. Une combinaison quelconque de bijoux ou potions. Donc on pourrait très bien partir à l'aventure avec 4 potions, 4 bijoux. C'est peut-être un peu déconnant. Sur le côté gauche, on a les cartes quêtes à placer. Sur le côté droit, les cartes personnages. J'inverse. Côté gauche, cartes personnages. Côté droit, les cartes quêtes. Donc ce que je supposais hier, c'est bien ça. On va avoir un plateau qui est assez conséquent quand on aura avancé. Précision sur l'utilisation des cubes à la place des pions. Le jeu comprend 12 cubes beiges et 4 cubes noirs qui servent à remplacer les pions limites de piste et coup final. Voilà. Certains joueurs pourront préférer des cubes plus faciles à déplacer aux pions. Bah carrément. Donc, nos fameux cubasses. Remplacer les pions limites de piste et coup final. Ce qui est logique d'avoir un pion noir pour le coup final. Ok. Donc lui vient là. Et les cubes beiges symbolisent simplement la piste de marqueur. Magnifique. Cossa, cossa, cossa. Vive la double couche. Hein. Hop. Et le reste, eh bien, c'est pour aller jusqu'à 4 joueurs. Ça remplit chaque plateau. On est bon. Ça, c'est fait. Ensuite, les pions limites de piste et coup final, quand ils sont placés sur le côté droit de leur piste, ça indique les valeurs maximales d'un personnage. Il n'est pas possible de placer un cube de limite sur ces pions ou au-delà. Par exemple, si le pion limite de piste de santé se trouve dans le 6e emplacement de la piste, santé d'un personnage, son cube ne pourra pas être placé dans le 5e emplacement, pourra être placé dans le 5e emplacement, ou moins. Sa valeur de santé maximale sera donc de 5. Il est possible de placer le cube santé sur le pion santé. Consultez la section sur les combats pour plus de détails sur le pion santé. On verra ça. D'accord, mais en tout cas,
cas, ça dit quoi? Ah oui, 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 c'est important d'avoir nos fameuses limites pour ne pas les dépasser. Donc, si ça se trouve, hein, je fais ma langue de pute, mais la limite des uns et des autres ne sera modifiée que très rarement. Donc on va pas. Ah ouais, ça complète bien la piste. Ça fait une bande sympa. Donc on est comme ça. Oh, j'ai peut-être oublié deux, trois choses hein, pour la mise en place, mais on reverra au fur et à mesure. Tranquillement. Ça veut dire que ça veut dire qu'on a fini notre zone de démarrage. On a bien nos cartes, nos marqueurs, notre zone de limite. Ça, pour l'instant, on s'y intéresse pas. Deux jetons nature et notre carte. Alors, notre carte, elle va là. Tac. Comme ça, pour s'en rappeler. Et puis, ça veut dire que, pour l'instant, on est bon avec notre mise en place. On va reprendre le tuto. Les autres cartes joueurs, on met de côté. Ce paquet-là, pour l'instant, je ne sais pas quoi en faire. Ah bah oui, si, c'est les cartes numérotées tutoriel. Donc on laisse. Prenez la carte Khajiit dans le paquet personnage. G. Prenez armure de peau. Ah, dague de fer dans le paquet équipement. Ah ouais, il a une dague de fer. Dague d'enfer. Alors, piou 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 piou. Encore faut-il la retrouver facilement. Dague de fer. Ah, dague de fer, G. Même chose, on va l'avoir en deux exemplaires. J'allais dire plusieurs, non. Au moins deux exemplaires. Ça veut dire que je mets à la place des griffes. Sur les griffes. Et la dague ne prendrait qu'une main. Comment on le voit ça? Pour l'instant on ne le voit pas. On sait que c'est un équipement et puis ça donne des actions de combat. À voir plus tard. Prenez toutes les cartes dont le numéro est précédé d'un T, de T1 à T8. Donc, hop, on y va. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces cartes-là? Pour l'instant, rien. T1, T2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ah, ben voilà nos premières cartes scénario. Numéro T1. Donc, je peux les regrouper dans la boîte. Et là, j'ai toutes les cartes qui composent la campagne. Ok. Placez les cartes événements du tutoriel dans la case événements du plateau. Les cartes événements du tutoriel. 1, 2, 3, 4. On en a 4. Je vais les mettre sur le dessus de la pile des cartes événements. Conservez toutes les autres cartes du tutoriel à portée. Donc T5 à T8 à portée. OK. Triez les cartes événements afin que la première que vous allez piocher soit la T1, puis T2, puis T3, puis T4, puis T3. D'accord. Peu de respect. Alors, en 1, on sait qu'on va avoir T1 au-dessus, ensuite T2, T3, T4. Comme ça me fait vraiment penser au tuto de Tented Grail. Hein. Et c'est bien, c'est bon signe. Placez la carte T5, piochez la carte T5, pardon. Il s'agit d'une quête principale. Les quêtes sont des tâches qui peuvent être remplies au cours du chapitre. Les ordres du Dédra. Mon petit pion, comme ta vie est trépidante, agent du Talmor et, surtout, mon agent. À présent, exécute ma volonté. Je veux que cet endroit soit vidé. La raison,
Tu n'as pas besoin de la connaître. Un marqueur de quête à Blancherive. Une gnagna à Blancherive. Oui, ça doit être ça, hein. Je rejoins la caverne, je suis épuisé, mais je dois continuer. Tant de choses sont en jeu. Donc, un petit peu de fluff. Objectif, nettoyer une caverne. Ah, pardon. De l'autre côté, on aura les succès ou les échecs de notre quête. Alors, sur le recto de la carte, le texte est séparé par une ligne d'arrêt. Lisez la partie supérieure jusqu'à atteindre cette ligne afin d'en apprendre plus sur votre quête. Un lieu spécifique du plateau de jeu est indiqué juste avant la ligne. Quand vous arriverez dans ce lieu, le texte situé en dessous de la ligne vous donnera la suite de vos instructions. Ouais, ok. Une partie du texte de la quête principale est indiquée en rouge. C'est un texte d'ambiance qui, dans ce cas précis, stipule les ordres du prince d'Edra. Placez l'un de vos marqueurs quête colorés dans le lieu indiqué par la carte, en l'occurrence la grotte à Blancherive. Attention les yeux, on y va sur le plateau là. Un marqueur de quête coloré. Alors coloré comment? A priori en noir. Est-ce qu'ils sont recto verso? Non. Bon, pour l'heure, je vais en prendre un. Ah, mais attention, Friedrich, il y a de gros marqueurs de quête et des petits marqueurs de quête. Why? Because. Eh bien, tout simplement parce que. Oui, d'accord. Ça, c'est le pion premier joueur. Je le garde. Je serai moi-même mon premier joueur. Et les marqueurs de quête, on en a 24. On en a 24. Est-ce qu'ils sont à la couleur? Ouais, on en a qui sont à la couleur. Marqueur de quête, joueur x12. On a 3 jetons marqueurs de quête à une couleur spécifique. Placez l'un de vos marqueurs quête colorés. Bah oui, oui, voilà pourquoi ils sont colorés. Allez, j'ai dit quoi? Je suis un Khajiit, ce sera vert. Vers où? Bah vers là. Je les garde ici, pas loin. Et c'est stipulé sur Blancherive. Alors ça tombe bien parce que Blancherive, c'est la châtellerie de Blancherive. Alors oui, on voit que c'est composé, il y a une délimitation jaune, comme ceci, comme cela. Ça veut dire que dans la châtellerie de Blancherive, on a une seule zone de grotte, une zone de minage, une zone de forêt, la ville même de Blancherive, une grotte, ça je sais plus ce que c'est. Ah non, on a 2 zones de minage. D'accord. Et mon pion là, il va là. Ça indique que je dois me rendre sur ce lieu de quête. Ah oui, alors j'avais prévu de ressortir des jetons, enfin des jetons, des éléments de décor 3D là, notamment et apparentés à de la nature. Ça m'a inspiré tout de suite en voyant les icônes du plateau. Et puis ces impressions 3D qui représentent de la roche. Et pourquoi j'avais pris ça? En me disant sur le plateau, ce serait sympa de symboliser ça comme ça. Et je dois me rendre ici. Alors pour l'instant, on ne sait pas d'où on démarre, hein. Je suppose qu'on est à Blancherive. Je suis où? Ah l'angoisse. Ah, t'es là. Je vais me mettre ici, on verra bien. C'est dingue, hein, mais alors quand c'est pas sous-couché avec un semblant de peinture dessus, on se fond dans le décor, c'est horrible. Donc on est comme ça. Ok. Alors le plateau, c'est peut-être pas judicieux que mon plateau joueur soit à cet endroit-là parce que ça me
J'allais dire, ça va me gêner pour le déplacer. Non, on va se démerder. Tu fais comme d'hab, Friedrich, tu t'en démerdes. Ensuite, placez la figurine du joueur Khajiit à la forteresse de Blancherive. Il s'agit de Moivra, votre personnage pour ce tutoriel. Moi va. Alors, si moi va là-bas, moi va être femme. Khajiit. Voilà. Nous sommes Moava. Les marqueurs de quête vous permettent de rapidement identifier votre destination. Ils ont parfois d'autres usages, tels que marquer votre progression au cours d'une quête. Certains sont colorés, ce qui signifie qu'ils appartiennent à un joueur donné, et d'autres sont gris, et s'appliquent à tout joueur qui atteint leur position sur le plateau de jeu. Une fois qu'un joueur atteint un marqueur de quête et qu'il résout la quête correspondante, le marqueur est retiré du plateau. Échouer dans une quête principale peut entraîner des conséquences pour l'avenir de votre personnage. Il existe d'autres types de quêtes, ils seront détaillés plus tard. Voilà, on est bel et bien à Blancherive. Alors eux ont pris un marqueur rouge. Non, pas du tout. Vert je serai. Alors, cette carte-là, c'est propre à notre quête ou est-ce qu'on met ça? Là, sur le côté gauche, on a des quêtes globales, mais l'orientation est pas bonne. Je peux mettre comme ça. J'ai pas repris mon. Alors je les mettrai comme ça, si ça. Moi j'aime bien avoir des cartes en 3D. Bon, pour l'instant, on va la mettre ici. Et on voit carte en 3D, ça veut rien dire. Une carte inclinée. Ça veut dire quelque chose. Allez, on enchaîne. Alors maintenant, tu m'embêtes. Comment tu t'appelles? Moava. Premier tour de jeu. Oh purée, on rentre dans le vif du sujet. Pourtant, ça fait 52 minutes. Hein. Ah, en même temps, Tachon veut sortir. Allez, Tachon, laisse-nous jouer. Va, mon petit. Bien, premier tour de jeu. Vous commencez chaque tour en piochant une carte événement. Cette carte détaille divers événements globaux qui se déroulent par le monde. Ah, divers événements globaux. Piochez la carte événement T1 et lisez-la. Menace, troll, quête globale. Ah bah voilà où elle va aller. T1, quête globale. Quelqu'un a dérangé un groupe de trolls. À présent, ils sont déchaînés. Alors, un jeton quête sur une mine à Almarch. Almarch. Jalmarch. Jalmarch? Jalmas? Oh, j'en sais rien. Nettoyer 367. Ouais. En cas de succès, on gagne 5. 5. Ah. J'aime appeler les choses par leur nom. 5 en magie. Je m'en tape. Tant pis. Et en cas d'échec, placez un pion troll dans une case. Quelque chose de votre choix. Bon, je pense qu'on va le détailler. Donc, placez une quête grise dans la mine de Jalmarch. Dans la mine de Jalmarch est ici, juste au nord. Donc, nous avons la mine ici. Et c'est une quête commune. Comme ça. Ça se remplit. Placez la carte événement Menace Troll dans un emplacement de quête globale du plateau de jeu sur la gauche de celui-ci. Donc, quête globale, ça vient là. Celle-ci, je vais la mettre là sur le côté. Cette carte est une quête globale. À l'instar des quêtes principales, elle vous indique une tâche à accomplir. Si ce n'est qu'elle peut être remplie par n'importe quel joueur. La plupart des cartes événements vont ajouter des pions menaces.
qui représente le chaos et le désarroi qui se répandent dans le monde. Chaque fois qu'une carte vous demande d'ajouter un pion menace, vous devez le placer soit sur une carte disposant d'une limite de menace, soit sur le plateau des forteresses en haut à droite du plateau de jeu. Ajouter des pions menaces sur le plateau des forteresses contribuera à dégrader ces dernières en leur ajoutant des effets négatifs. Prenez le pion menace donné par la carte événement, ah oui d'accord, et placez-le sur la quête globale. Après avoir pioché un événement et résolu tout effet de jeu supplémentaire, les joueurs se déplacent sur le plateau. Alors attendez, pas de panique, on va en revenir sur ce point de règle qui nous parle des pions menaces. Pions menaces, ça me rappellerait pas le Seigneur des Anneaux, ça, Voyage en terre du milieu. Donc les pions menaces, c'est ça. Ajoutez des pions menaces sur le tableau et prenez le pion menace donné par la carte événement. Pourquoi on... Ah, celui-ci. Prenez le pion menace et placez-le sur la quête globale. D'accord, donc on... Oui, c'est le stock de menaces si on échoue. Et pour en revenir et en finir au placement de ces pions menaces, le tableau forteresse en haut à gauche, alors c'est un grand tableau ici, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 9 villes de Skyrim. Et quand on rajoute des pions menaces, ou bien dans la colonne en crise, en isolement ou en révolte, et en dessous, on a les effets. Si à Faillaise on avait une menace de crise, le marché serait inaccessible. Et ensuite on a un pion menace isolement, on paye 5 pièces pour accéder à la ville. Et si la ville est en révolte, on ajoute... Oh la vache, on ajoute une menace à chaque tour. Ok, bon après, par nos actions, on va pouvoir jouer sur la menace dans les différentes villes, hein. Bien, 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 bien. Et là maintenant, on attaque notre premier tour de jeu. Les joueurs se déplacent sur le plateau. Chaque joueur peut se déplacer de 4 cases. C'est énorme. En empruntant les routes pour aller d'une case à une autre. J'aime pas le mot case d'un lieu. C'est quand même plus immersif. Pour aller d'un lieu à un autre. Ah ouais, top, ça, ça me rappelle le jeu vidéo où pas tout seul, mais nous avons été nombreux à suivre les chemins et puis prendre des embranchements à droite, à gauche pour aller explorer un peu plus et puis nettoyer la carte. Alors, il y a ceux qui utilisaient la méthode dite de l'escargot ou alors ceux qui allaient sur un lieu de quête et bap, 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 nettoyer autour, aller à un autre lieu, nettoyer autour et puis ça faisait des tâches de découverte. Bon, pour l'instant, on sait qu'on peut se déplacer de 4 cases. Sur le plateau, les donjons et les zones sauvages. Voilà, ça c'est le symbole de zone sauvage. Sont représentés par des cases en losange et les forteresses par des boucliers. Oui, oui, oui. Forteresses par des boucliers. Les donjons et les zones sauvages. Ouais, mais... Ah oui, ça c'est un donjon alors, d'accord. Alors même si c'est une mine, c'est considéré comme étant comme un donjon, peut-être. Aller à la grotte à Blancherive. Grotte de Blancherive. Donc, eh ben, ça fait qu'un seul déplacement. Donc j'arrive ici. Grotte de Blancherive. Toc toc toc. Il est temps d'accomplir votre quête principale. Une fois que vous avez rejoint la destination indiquée sur la carte, lisez la partie en dessous de la ligne. Ah ouais, ok, faut pas aller trop vite.
Je rejoins la caverne, je suis épuisé, mais je dois continuer, tant de choses sont en jeu. Au bas de la carte se trouve un objectif, nettoyer une caverne. Cela signifie que vous allez devoir explorer le donjon et le terminer afin d'accomplir votre quête. Un truc que j'ai pas pris comme élément quand je filme, c'est ça. Là. Si vous vous déplacez sur un donjon pendant votre tour, vous pouvez l'explorer lors de votre action de tour. Et d'ailleurs, ça me rappelle que tout a été pensé pour nous aider. On a le mémo déroulement du tour de jeu, combat, forteresse, action de tour, se rendre au marché et amélioration d'enchantement. Donc pour l'instant, ce serait bien de s'intéresser à ça, aux actions de tour. Pendant son tour, le joueur peut effectuer une action parmi les suivantes: accomplir une quête, explorer un donjon, explorer, explorer je sais pas qui quoi, d'accord. Rencontrer un monstre errant. Ah ouais, il y a des monstres errants, ok. Après avoir résolu une rencontre avec un monstre errant, le joueur peut se déplacer de une case en terminant son déplacement sur une case vide. Et le fameux déroulement du tour de jeu. Alors on va le balayer quand même. Résoudre tout effet de jeu qui se produit avant de piocher une carte événement. Ok. Le premier joueur pioche une carte événement. Ça peut être un événement instantané. On le résout immédiatement et on défausse. Ça peut être un événement actif. Tout événement actif en jeu est défaussé. Placez ensuite le nouvel événement actif dans son emplacement de plateau. Les effets sont immédiats. Là, on retrouve encore de la mécanique de Tainted Grail, il me semble. Il y avait des événements comme ça qui, dès qu'ils apparaissaient, ils les remplaçaient. Donc ici, on n'aura tout le temps qu'un seul événement actif, en fait. Ou alors, ça peut être une quête globale. Placer la carte dans l'emplacement, donc à gauche du plateau, comme on l'a fait tout à l'heure. S'il y a déjà 4 quêtes globales, les joueurs décident laquelle doit être remplacée et elle échoue. Ah ok. Ensuite, dans le déroulement du tour, on peut résoudre tout effet de jeu qui se produit après avoir pioché la carte événement. On ajoute une menace pour chaque forteresse en révolte. Ah ouais. Et donc une forteresse en révolte, c'est une forteresse qui possède 3 jetons menaces déjà. Et ensuite, tous les joueurs se déplacent en même temps. Chaque joueur se déplace de 4 cases en empruntant les routes. Tout joueur qui possède un cheval se déplace de une case supplémentaire. Oui, c'est vrai que on peut posséder un cheval. Et donc ça nous donne une case supplémentaire. Ouais, c'est un petit bonus, ouais. Les joueurs qui commencent dans une forteresse peuvent prendre un chariot pour se rendre directement dans une autre forteresse en payant une pièce. Par frontière de châtellerie franchie et en ignorant les routes. Si on commence dans une forteresse, donc par exemple on commence à Blanche-Rive, je veux me rendre à Solitude. Non, parce qu'on voit pas Solitude. Je veux me rendre à Vendôme. Ça me coûte en chariot une pièce d'or par frontière de châtellerie franchie. Donc là, ça me coûterait qu'une seule pièce parce qu'on n'a qu'une seule frontière qui délimite l'Est-Marche de Blanche-Rive. Ok. Et ça voudrait dire qu'on peut cumuler des déplacements. À l'inverse, je suis à Vendôme, je dépense une pièce d'or pour franchir la frontière en chariot et me rendre à Blanche-Rive, et ensuite je me déplace de 4 cases. Non, je crois pas.
Je ne crois pas, je ne crois pas. On va quand même pas cumuler le truc parce que après je peux parcourir. J'ai 10 pièces d'or, je vais de l'est à l'ouest direct et après je me redéplace. Non, non, c'est. Pardon, j'étais là. C'est l'un ou l'autre. Ok. Après, en commençant par celui qui détient le pion premier joueur, chacun peut effectuer une action de tour. Ah oui, d'accord, on se déplace et après on accomplit une seule action. Les joueurs qui possèdent suffisamment de magie, non, d'expérience gagnent un niveau. Ah, je me suis gouré tout à l'heure. C'était pas le symbole magie, crétin que je suis, c'est le symbole expérience pour la menace troll. Les joueurs qui possèdent suffisamment d'XP gagnent un niveau, et le pion premier joueur est passé au joueur suivant dans le sens horaire. Ok, carte d'aide pas très loin. Bon, toujours est-il que nous sommes arrivés à la grotte de Blanche-Rive. On en était où? Si vous vous déplacez sur un donjon pendant votre tour, vous pouvez l'explorer lors de votre action de tour. Dans ce cas précis, cela permet également d'accomplir votre quête principale et de faire une pierre de coups. En temps normal, vous piochez des ennemis aléatoires en fonction du chapitre que vous jouez. Mais dans le cas présent, prenez les Vasars et l'ours dans le paquet animal. Prenez le Vasar dans le paquet donjon animal et disposez-le face visible à côté du plateau. Le Vasar. Disposez-le face visible à côté du plateau. Bah, on va le mettre pas loin, hein. Pas loin là. On va recentrer le débat peut-être. Tac. Comme ça. Allez, comme ça. La limite de menace. La plupart des quêtes disposent d'une limite de menace, ce qui signifie qu'elles peuvent recevoir des pions menaces. Dès que le nombre de pions menaces sur la quête atteint sa limite, la quête échoue. Dans un tel cas, retournez la carte et lisez la section échec. Mince. Euh, j'ai pas loupé un paragraphe? Non. Donc, il n'y a que des vasards dans cette grotte. Prenez l'ours dans le paquet donjon et disposez-le face cachée à droite du vasard. Ah mince alors. Comme ça maintenant. Placez un cube armure dans le deuxième emplacement de la piste d'armure du vasard. Ah, ici, on a une piste où il va falloir placer des cubes. Et ben encore une fois, ça me fait penser aux rencontres de Tented Grail. Est-ce que l'un des créateurs est passé par là pour mettre son nez dans Skyrim ou pas? Vous savez, on avait de l'influence pour résoudre les rencontres, c'était de l'influence ou du combat. Donc, on place un cube armure dans le deuxième emplacement de la piste, ici. Allez, on y va. Le cube armure, il sera, on va considérer qu'il est rouge. On triera après. Et là, les joueurs commencent le combat par la phase furtivité, vigilance, embuscade, détaillée en page 29 du livret de règles. Un joueur peut choisir d'approcher un ennemi furtivement du moment qu'il ne porte pas d'armure lourde ou qu'il n'utilise pas un sort. Moava porte une armure légère et elle est équipée d'une dague, elle peut donc être furtive. Furtivité 1, avec la robe usée. Dans le jeu, les jets de dés sont appelés tests de compétences. Lors d'un tel test, vous lancez 3 dés de test plus 1 dé si vous maîtrisez la compétence adéquate. Mes dés, on a 3 de base. En l'occurrence, il s'agit de furtivité. Mueva devrait donc lancer 3 dés.
Cependant, son équipement lui procure des bonus de furtivité. À la fois son armure légère et sa dague lui donnent furtivité 1. Ah ouais, c'est marqué ici, furtivité 1, dégâts x2. Si on résout l'attaque furtive, une dague de fer procure de la furtivité. Oui, parce que quoi? On est moins susceptible de la taper dans les meubles, de la racler contre les parois. Allez, on va dire ça. Enfin, la carte personnage qu'agite. Indique une fois par tour de jeu, perdez un, perdez un truc muche pour gagner furtivité 1. C'est le moment ou jamais d'utiliser cette capacité. Déplacez le cube de santé. Ah oui, c'est de la santé. Donc, en combat, je peux perdre 1 de santé pour regagner 1 en furtivité. D'accord, donc je perds 1 de santé. Ah mince alors. Déplacez le cube de santé sur la piste d'un emplacement vers la gauche pour refléter votre perte de santé, non pas votre peste de rentée. Moeva va donc disposer de 6 dés, oui, 2, 4, 6, pour son test de furtivité, 3 de base, 2 de son équipement et 1 de sa capacité. Le Vazar possède furtivité. Ah ouais, il a furtivité lui. Bon, je t'emprunte ta carte. Furtivité, un symbole, et symbole indique le symbole cercle sur les dés. Ah oui, d'accord. Il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. 50-50. Ok, donc il s'agit de sa vigilance qui va déterminer la difficulté du test. Si vous parvenez à battre cette difficulté avec vos 6 dés, vous réussissez. Je dois juste obtenir un symbole. Attention les yeux. Alors attendez, je vais un peu plus loin. Les dés de test de compétences. Chaque dé de test comporte 3 symboles différents, un cercle, un triangle et un losange. Ouais, ok. Selon le nombre de dés lancés, le type et le nombre de symboles requis, le test sera plus ou moins difficile. Chaque dé comporte 3 cercles, donc 50% de chance, 2 triangles, 33% de chance, et un losange, seulement 16,5% de chance. Lancer les 6 dés. J'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai quatre avec 2 losanges. Alors, est-ce que mécaniquement on ne va prendre en compte que ça ou est-ce qu'on a des pénalités en fonction des autres? Pour les besoins de ce tuto, tournez tous les dés, et puis quoi encore, sur la face cercle. Moeva est une spécialiste de l'infiltration et sa furtivité est légendaire. Bah, carrément. Votre résultat étant supérieur ou égal à la difficulté de la furtivité du Vazar, le test est un succès. 4 contre 1, c'est un succès. Votre dague est dotée de 2 attaques différentes. Moulinet ou estoc. Dans Skyrim, le jeu d'aventure, les attaques ont généralement un coût dont vous devez vous acquitter avant de les effectuer. À droite de l'attaque sont indiqués les dégâts infligés. Le moulinet inflige 1 dégât léger, tandis que l'estoc inflige 2 dégâts. Vous remarquerez également que la ligne furtivité de la dague indique que les attaques furtives infligent le double de dégâts. Donc si je fais un moulinet, ça lui ferait 2 dégâts. Si je fais une estoc, ça lui infligerait 4 dégâts grâce à mon attaque furtive réussie. Le Vazar ne possède que 2 points d'armure lourde.
Tout à fait, tout à fait. On a dit que son compteur démarrait ici. Tout. Le moulinet inflige un dégât léger tandis que les stocks en infligent 2. D'accord. Vous pouvez donc le terrasser en un seul coup en utilisant votre attaque des stocks qui inflige 2 dégâts légers multipliés par 2. Et on en vient à la piste d'armure du Vasivazar. Les cartes ennemies possèdent sur leur côté droit une jauge qui indique leur armure. Non, leur côté gauche. Leur côté gauche, monsieur. Les ennemis n'ont pas de santé. Tous les dégâts qu'ils subissent sont retranchés de leur armure. Ah d'accord. Une fois que leur armure est réduite à 0, ils sont vaincus. Tiens, c'est bizarre ça, parce que généralement dans ce type de jeu, quand on indique une valeur d'armure, c'est pour diminuer les dégâts reçus. Et ensuite impacte les points de vie. Alors que là, ça simplifie les choses. Armure égale point de vie direct. Donc, tu tombes à 0. Le Vasar va dégager. Alors, dépenser un point de vigueur pour attaquer. Ah mince, c'est chiant ça. On dépense un point de vigueur pour attaquer. Crac. Déplacer le cube, ok. Retirer le cube armure lourde de la carte du hasard, ouais. Une fois l'ennemi vaincu, vous récupérez les récompenses inscrites au bas de la carte. La première indique l'expérience gagnée. 1 point d'XP. Chaque joueur impliqué dans le combat reçoit cette récompense. Dans le cas présent, Moeva gagne 1 point d'expérience. Ah ouais, alors c'est là où on voit que le jeton est pas bien gros, hein, bon. Et on le place dans sur notre plateau. Le Vasar ne procurant aucune récompense supplémentaire, vous pouvez désormais continuer et affronter l'ennemi suivant. Ah oui, d'accord, donc dans un lieu spécifique, on va avoir un ou plusieurs ennemis, mais je peux pas continuer à ce tour-là? Si? Le Vasa, alors hop, 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 hop. L'ennemi suivant, ok. Après avoir résolu une rencontre dans un donjon et avant de commencer la suivante, les personnages récupèrent toute leur magie, leur vigueur, mais pas leur santé. Récupérez le point de vigueur que vous avez dépensé. Ok. Ça retourne vers la droite. Retournez la seconde carte. Ours. Oh, là par contre, il me faut 3 succès en furtivité. Placez un cube armure jaune dans le 4e emplacement de la piste d'armure. Alors pourquoi là c'était violet, là c'est jaune? On va le faire, hein, on va pas les contredire. 4e emplacement. Bim. Oula, alors il va être vénère, Pépère. Il peut nous faire un piétinement, un écrasement ou une mutilation. Ah, et ça va être en fonction du résultat de son dé. D'accord, si on a le symbole épée, il nous fait un piétinement. Si on a la hache ou l'éclair, il nous fait un écrasement. Si c'est la tête de mort, c'est une mutilation. Waouh, 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 calmos. Et on a plein de trucs en récompense. Et oui, mais c'est vrai que le Vasar, il a même pas eu le temps de dire ouf qu'on est explosé. On a récupéré notre point de vigueur. Retourner la seconde carte du donjon. Oui. Placer un cube armure. Oui. Il est temps d'affronter un nouvel ennemi, l'ours. Il s'agit d'un adversaire plus coriace. Moeva va devoir se montrer plus incisive. On commence à nouveau par la furtivité. La plupart des capacités innées des personnages peuvent être utilisées qu'une seule fois par tour de jeu. Donc ma fameuse vision nocturne là, je ne peux plus l'utiliser maintenant.
Mueva ayant déjà eu recours à sa capacité innée contre le Vasar, elle ne va lancer que 5 dés sur le test de compétence, puisqu'on conserve nos 3 de base, l'armure légère et la dague. Ok. La difficulté en furtivité contre l'ours est de 3, sa vigilance est nettement supérieure à celle du Vasar. Espérons que Mueva se montre à la hauteur de sa réputation. Lancez les 5 dés. Une fois de plus, les résultats sont imposés par le besoin de ce tutoriel. Dans le cas présent, nous allons placer 2 dés sur les cercles. Alors attendez, on va voir. On va voir. Oh la vache, incroyable. Exactement ça, monsieur le tutoriel. Alors, j'ai des images en tête du jeu vidéo où effectivement, quand on parcourait les salles, clac, 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 on avançait, on tombait sur un premier ennemi, on le butait, on se remettait en fufu, clac, 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 on avançait, on arrivait sur notre deuxième ennemi. Et puis on parcourait comme ça les donjons pour faire un gros nettoyage. Bien. Alors, à cause de notre mauvais jet de dés, ce n'était pas loin, mais Mueva échoue. L'ours se réveille avant que Mueva ne puisse le frapper. Pendant le combat, après la phase de furtivité, vigilance, embuscade, c'est l'ennemi qui résout son action en premier. Pour cela, lancez le dé de l'ennemi. Tadam! C'est un éclair, ce qui ferait normalement un écrasement. Le résultat du dé vous indique quelle action l'ennemi va effectuer. Chaque carte comporte une liste d'attaques, certaines se voyant attribuer plus d'un seul symbole. Si le dé affiche un symbole correspondant à l'une des attaques, l'ennemi effectue cette action. Par exemple, si c'est le crâne et la hache apparaissent à côté de l'attaque du moulinet, l'ennemi effectuera cette action, si l'un ou l'autre de ces symboles est obtenu. Pour le moment, plaçons le dé sur la hache, ce qui signifie que de toute façon, l'ours va faire un écrasement. Cela signifie que l'ennemi va attaquer Mueva en utilisant son attaque écrasement. Une valeur de dégâts de 2 est indiquée. Alors, je trouve pas que ça symbolise bien un symbole dégâts. Hein. Symbole santé, dégâts lourds. Ah ouais, d'accord, ce sont des dégâts lourds. Ok, en orange, ce sont les dégâts légers, les dégâts lourds en rouge. Une fois qu'on le sait. Tiens, en parlant de Tented Grail, là, rien qu'à la manipulation, je vois que c'est chiant. Les cubes, là. Les cubes sont gros par rapport à la piste. Par contre, si je pouvais opérer un tour de magie rapide, je rappelle Tented Grail à la barre. La boîte est pas loin. Vous savez, ou vous savez peut-être pas, mais moi je me souviens que dans Tented Grail, il fournissait un tracker. Alors je sais pas si on peut appeler ça tracker, mais c'était un... Ah si, je vais appeler ça un tracker que l'on pouvait positionner sur le côté des cartes pour nous permettre de faire... Merde, qu'est-ce que j'en ai fait? Forcément, j'ai tout bien rangé comme il faut et j'ai peut-être trop tout bien rangé comme il faut. Ah, vous m'entendez chercher, bordel de bordel de bordel. Ah, bah j'aurais bien aimé les retrouver. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'avais bien une boîte de sauvegarde de Tented Grail. Et pas loin. Si, je crois qu'elle va être beaucoup trop loin. Bon, bah c'est à se souvenir, ou alors, tout bon joueur de jeux de société va posséder, si je prends ça, regardez, hein, regardez bien, clac, voilà, si
si je le mets dans ce sens-là, pourquoi pas? Et au moins, c'est plus pratique parce que je vois bien, hein, quand j'ai lancé les dés, là, on arrive dessus. Alors ça va être propre au solo quand je filme, parce que bah, là, mais oui, oui, ça gigoterait. Alors que là, on est bon. C'était une petite aparté. Revenons à nos moutons, ou plutôt à notre ourson. Pour le moment, plaçons le dé d'ennemi sur la hache. Ça signifie qu'il va attaquer Mueva en utilisant son attaque écrasement. Une valeur de dégâts de 2 est indiquée pour les dégâts lourds. À côté de l'action écrasement, Mueva ne disposant que de 1 d'armure, elle va subir la totalité des dégâts de l'attaque. Alors, quoi? Qui? Con? Comment ça? Ah oui, d'accord. Ici, sur la robe usée, on voit qu'on a un symbole d'armure. Pour l'instant, votre santé est encore pleine. Vous pouvez vous permettre de subir quelques dégâts. Décalez votre cube de santé de 2 emplacements vers la gauche pour les représenter. Alors n'oublions pas que on a seulement notre vigueur qui était revenue au maximum jusqu'à notre limite, mais la santé n'avait pas bougé. Et là, on perd 2. Waouh! Ah oui, si on atteint ce cube-là, c'est le fameux coup final. Pas bien. Vous allez à présent attaquer votre ennemi. Ok, choisissez une action sur votre carte. Dague de fer. Mhm. Ah, et on a les symboles à obtenir maintenant. Ok, par contre, je lui ferai ou bien un seul dégât léger avec un moulinet, ou 2 dégâts légers avec les stocks. Ouais, ouais, bon, on va voir. Commençons par l'attaque des stocks. Dépensez tout d'abord un point de vigueur. Ok. Ensuite, effectuez un test de compétence. La compétence une main pourrait vous octroyer un dé supplémentaire, mais Mueva ne la maîtrise pas encore. Elle ne lance donc que 3 dés. Oula! Oula! Et pour faire estoc, il faut les triangles. C'est bien ça. Plaçons chacun des 3 dés sur les faces cercle. La difficulté de l'action des stocks étant un symbole triangle, l'attaque échoue. Cependant, tout espoir n'est pas perdu. La plupart des tests, notamment ceux liés au combat, à l'exception de la furtivité, peuvent être poussés. Quand vous poussez, vous dépensez une ressource pour lancer un dé supplémentaire. En combat, c'est une ressource de vigueur, à moins d'attaquer avec un sort, auquel cas vous dépenseriez un en magie. Au début de la partie, vous ne pouvez le faire que 2 fois par round de combat, comme indiqué en haut de votre tableau personnage. Est indiqué en haut de notre tableau personnage, comme quoi on peut pousser, dépenser 2 fois. Ouais, peut-être. À retrouver. Alors, au début, là, comme indiqué en haut, en gagnant des niveaux, augmentez également votre capacité à pousser. Dépensez 1 de vigueur pour lancer un dé supplémentaire. Ok. Plaçons le dé alors le nouveau dé sur le triangle. En poussant son test, Mueva a réussi. L'attaque des stocks inflige 2 dégâts légers. Et l'ours possède une armure légère de 4. Toutefois, un ennemi subit toujours au moins un dégât. Son armure est donc réduite de 1. Ah, alors, pourquoi, si je réussis avec un symbole triangle, je suis censé infliger 2 dégâts légers? L'ours possède une armure légère, et pourquoi je ne lui en inflige que 1?
Mais l'ours possède une armure légère de 4. Toutefois, un ennemi subit toujours au moins un dégât. Décaler l'armure légère de l'ennemi d'un emplacement vers le bas. Tombe à 3. Ah, et en plus, ce trombone est magnifiquement utile parce qu'on voit même le symbole quand on est devant. Ok. Le premier round de combat se termine, le second commence par l'attaque de l'ours. On y retourne. Donc dans ce cas-là, il ferait ça. Feu, symbole de feu égale que dalle sur sa piste d'attaque. Donc on n'aurait rien. Sauf que, placer le dé sur une face vierge. Bon, ça tombe bien. Ce qui signifie que l'attaque de l'ours rate Mueva. Nous allons maintenant tenter une action de moulinet. Ah oui, bah c'est super rapide alors. Donc une attaque test de base, j'ai 3. Et avec le moulinet, l'avantage de cette action est de ne pas coûter de vigueur. Elle est toutefois plus difficile à accomplir et ses dégâts sont moindres. Ça ne coûte pas de vigueur. Ah oui, ça c'est le coût de l'action. Tout à l'heure j'ai fait un estoc, ça m'a coûté 1, alors que si je fais un moulinet, ça coûte rien. Mais il faut au moins un triangle pour un dégât léger seulement. C'est faisable ou pas? Bien sûr. Oh, 2 triangles. Est-ce que c'est cumulatif? Lancez les 3 dés. Plaçons chacun des dés sur un triangle, un résultat absolument épique. Obtenir un triangle supplémentaire ne change pas l'effet de l'attaque. Le lancer du test ne sert qu'à déterminer si c'est réussi ou non. Réduisez l'armure de l'ours de 1. Il tombe à 2. Il faut pas glander quand même, hein. Passons à présent au 3e round. Lancez le dé ennemi. Une hache. Oui. Ah. Il est censé faire un écrasement avec 2 dégâts lourds. Plaçons cette fois-ci le dé sur tête de mort. Ah bah c'est pire que tout. On passe en effet mutilation. Les dégâts de l'action de mutilation sont de 3 dégâts lourds. Mueva ne disposant que de 2 points d'armure légère, elle risque d'être sérieusement blessée par l'attaque. Pourquoi elle risque? Lorsqu'un ennemi attaque, le joueur qui subit l'assaut peut tenter une action défensive au lieu d'attaquer. Les actions défensives sont facilement repérables sur les cartes équipement. Elles ressemblent à des attaques, comme ici, et n'infligent pas de dégâts, et ne possèdent pas d'effets spéciaux associés. En consultant la dague de fer, on y trouve l'action esquive. N'est liée à aucune compétence, lancez simplement 3 dés de test avec une difficulté d'obtention de 1 cercle, mais ça nous oblige à dépenser une vigueur. Ok, donc on lance les 3 tests de compétences. Oh, magnifique. Je fais une esquive. Placez chacun des dés sur un cercle. Mueva parvient à esquiver l'attaque de l'ours. Lorsqu'une action défensive réussit, l'attaque ennemie est annulée, même si le joueur a dû renoncer à sa propre attaque. Nous pourrions enchaîner les rounds de combat jusqu'à ce que Mueva, ou soit l'ours, succombe. Au lieu de cela, par la grâce de nos maîtres des draps, la bête s'écroule morte. Ah ouais, incroyable. Si j'avais voulu continuer mon combat, j'ai toujours mes 3 dés d'attaque. Si je veux tenter... Ah ouais, mais on a dit que les stocks... je pouvais pas infliger 2 de dégâts. Alors là, c'est en suspens, je sais pas trop pourquoi. Si on revoit la carte, là, 0, c'est quoi ça, 0? C'est pas de menace peut-être? 0 menace? Ah non, c'est son niveau. Après, on redétaillera ça dans les règles, hein. On sait que c'est la catégorie animale.
Il avait 4 de base. Et ça, c'est les récompenses. Moi, j'ai envie de le friter, moi, ce ours. Ramène ta gueule. Allez, je redépense un de. Ah ben après j'aurai plus de. Après j'aurai plus de quoi. Si je redépense un là, que je refais mon attaque, il faut que j'obtienne un triangle, c'est bon. Bon, admettons que j'arrive à lui infliger 2, poum, je dégage. Et ça tombe bien parce qu'on vient de nous dire que oui, la bête était morte. Retirez le cube d'armure de la carte ours. L'ours a été vaincu, il est temps d'en récolter les récompenses. Vaincre un ours nous fait bénéficier de 1 point d'expérience que je place sur mon plateau. L'ours vaincu vous offre également le choix entre 2 récompenses, ou bien un trésor de base ou un ingrédient de plaine. Dans le cas présent, prenez l'ingrédient plante. Un ingrédient de plaine. Un ingrédient plante. Allez, je récupère une autre plante. Vous avez fini le donjon. Chaque fois qu'un donjon est terminé, le joueur qui a donné le coup fatal gagne un trésor de base. Normalement, vous devriez piocher une carte au hasard. Dans le cas présent, prenons-en une en particulier. Trouvez la carte Gant du Bouffon dans le paquet trésor de base et placez-le dans l'emplacement anneau du personnage. Gant du Bouffon. Alors, ils vont me parler meilleur, peut-être, quand même. Voyons voir ça. Tac, 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 tac. Rome, moi je cherche un gant. Ah, je vais avoir un souci avec les symboles. Avec les symboles liés aux équipements. Pas visiblement, c'est ce paquet-là. C'est juste la couleur qui change. Qu'est-ce qu'on cherche des gants? Armure, gna gna gna. Vous êtes où les gars? Bon, si ça se trouve, ça va pas encore être le bon paquet. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Allez, on cherche. Gants du Bouffon. Toujours pas? Ah, gants du Bouffon. Donc c'est ce paquet-là. Ouais, alors il va falloir que je mette un petit mémo au-dessus de chaque paquet pour aller chercher dedans direct. Donc on vient de gagner les gants du Bouffon. C'est lié aux objets supplémentaires, ça donne 1 en attaque furtive. Cool. Ça se revend à 4. Et ça, c'était le symbole des gemmes, des cristaux, je crois. Semble-t-il. Grâce aux gants du Bouffon, Mueva bénéficie d'un bonus en furtivité, ce qui contribue à faire d'elle une célèbre maîtresse du déguisement et de la dissimulation. Terminer un donjon grotte sert également à un autre but. Mueva a accompli sa quête principale. Retourner la carte quête principale. Donc c'était ça, faire un nettoyage de grotte. Une fois votre récompense obtenue, à savoir 3 points d'XP, continuez à lire le verso de la carte. Donc en cas de succès, lorsque je quitte la caverne, j'ai le sentiment qu'il ne s'agit pas du dernier ours que je croiserai. 3 points d'XP, 3. Donc je suis à 5. Cette nuit-là, je trouve un message du Talmor glissé sous ma porte. De dangereux criminels ont été repérés en bord de ciel. Utilisez vos contacts afin de les capturer. Vous trouverez leur nom au dos. Modalité de paiement habituelle. Tuez mon pion. Ces altmères me fatiguent. Ignore leurs requêtes, c'est un ordre. Ah, d'accord, option 1. Je ne puis ignorer le Talmor.
Et là, on va chercher la carte tutoriel 6. Option 2, il vaut mieux obéir au prince des draps, auquel cas je vais chercher la carte tutoriel 7. Ah, c'est sympa ça. Voilà comment vont évoluer notre histoire. Alors là, on nous dit que, continuez à lire, au bas de celle-ci, un choix vous est proposé. Suivez soit les ordres de vos maîtres du Talmor, soit les directives de votre prince des draps. Optez pour le Talmor, ce qui aura pour effet de courroucer votre prince des draps. Ce choix vous fait piocher une autre carte, quête principale T6. Lisez-la jusqu'à atteindre la ligne d'arrêt. T6. À Vendôme, je possède quelques contacts qui me doivent une faveur. L'heure de la revanche a sonné. Donc on doit se déplacer à Vendôme. Vous pouvez constater que la prochaine partie de votre quête principale se déroule à Vendôme. Votre quête principale précédente étant accomplie, vous pouvez désormais retirer votre marqueur quête coloré du plateau pour le placer à Vendôme. Vendôme, tout là-bas. Voilà où on doit se rendre. Ça, suppose qu'on la défausse. Oui, c'est ça, le lieu de votre prochaine quête principale. À la fin de chaque tour de jeu, les joueurs récupèrent la totalité de leur santé. Ah bon? Totalité de la vigueur. Ok. Et de magie. Le premier tour de jeu de ce tutoriel est maintenant terminado. Bien! Une précision sur les ingrédients. On distingue 3 types d'ingrédients: les plantes, le minerai et les gemmes spirituelles. Les plantes servent à activer les potions, le minerai peut être utilisé pour améliorer vos objets, et les gemmes spirituelles pour les enchanter. Ah ok. Les ingrédients peuvent aussi procurer des avantages lors des tests de compétences. Il est donc judicieux d'en conserver quelques-uns en réserve. Ah oui, d'accord. Selon l'ingrédient consommé, plante, minerai ou gemme, ça nous procure des bonus lors de tests de compétences. Et moi, pour l'instant, avec Moeva, on a pu obtenir 3 ingrédients de plantes. Ok. Et après, on enchaîne avec le deuxième tour de jeu. Oula, oui, alors attention, il est quelle heure? 10h10, ça fait 1h40 qu'on y est. En même temps, on prend le temps, hein, c'est le but de ces vidéos. J'attaquerai le deuxième tour de jeu plus tard. Alors pas plus tard aujourd'hui parce que je vais avoir des rendez-vous, mais plus tard demain. Ce qui serait bien demain, c'est de finir le deuxième tour de jeu et le troisième tour de jeu. Oh putain, troisième tour et quatrième tour. Ouais, alors ça va peut-être faire l'objet de 2 vidéos différentes encore, hein. Ouh là là, avant de s'attaquer aux règles. Mais alors ce qui est pas mal, c'est que dans le tuto là, on va avoir balayé, à mon avis, hein, 80% de l'ensemble des règles. Ce qui est pas mal. Bon, on va en conclure avec cette première vidéo et cette première connaissance de nos premiers tours, de nos premiers tours de jeu, que dalle, de nos premières minutes de jeu. Ça, c'était quoi déjà? Ah oui, c'était lié à la menace troll. On sait qu'il est là. D'accord. Et nous, personnellement, on va devoir se rendre à Vendôme pour aller récupérer une liste de personnes. Ok. Alors, je me souviens avoir pesté contre la publicité mensongère faite sur la boîte, hein, rejouabilité infinie. Le semblant de rejouabilité qu'on va avoir sur les cartes
d'événements, c'est 2 choix, option 1, option 2. Ce qui peut être sympa à faire, c'est de noter nos options à chaque fois et de recommencer l'aventure avec un autre personnage et de prendre les seconds choix. Là, d'accord. Là, oui, ça fait une vraie rejouabilité, mais pour le coup, on jouera 2 fois un scénario. Je vous rappelle qu'on en a que 6 dans cette boîte de base. 6 et 6, 12, ça fera 12 parties. Je vois pas en quoi on pourrait surmultiplier les parties. Recommencer une aventure à chaque fois avec un des personnages différents. Parce que l'un va être plus baston corps à corps, l'autre sera plus magie uniquement. Je conserve le doute, hein. On verra. Bon, en tout cas, petit bilan de ce début de découverte. Je suis assez fan de l'ensemble du plateau joueur. J'aime beaucoup le choix. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui marque hein, dans les jeux. Et je vous rappelle que moi, je fonctionne beaucoup au visuel. Euh, le choix d'agencement des cartes, des couleurs, je trouve ça très sympa. Que ce soit les cartes personnages, les cartes équipement, elles sont sobres mais assez bien. Les cartes ennemies, j'aime beaucoup le principe avec le compteur là qui va bouger selon ce qu'on fait. J'aime bien pour l'instant le principe des combats. Et je ne peux m'empêcher de rapprocher ça encore une fois avec Tented Grail, puisque pareil, hein, sur Tented Grail, on a des éléments comme ça, les cubes qui bougent, ou à gauche ou à droite, quand nous on inflige des dégâts, ou on a le tableau de lecture quand c'est l'ennemi qui répond. Et j'avais arrêté Tented Grail parce que les combats et les rencontres me saoulaient. C'est pas intuitif du tout. C'est mou, c'est lent, on a nos cartes, il faut qu'on place nos cartes pour remplir la frise. Ah, qu'est-ce que c'est chiant et c'est bien dommage. Et je l'avais évoqué, je l'ai déjà mis de côté Tented Grail, mais je cherchais un moyen d'accélérer les combats. Et quand je vois ça, je me dis que potentiellement il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Alors à creuser vraiment. Mais pour le coup, je pense que je vais remercier Skyrim parce que ça m'amène des pistes de réflexion. C'est cool. Et puis, qu'est-ce que j'aime bien là sur la première approche? L'ensemble du plateau. Alors vraiment, oui, il y a de quoi faire, certes, mais c'est vachement bien, hein. Après, est-ce qu'on va pas être rapidement débordé avec beaucoup de marqueurs de quête? On pourra plus prioriser. Ça peut être sympa aussi. En espérant qu'il n'y ait pas trop de coups de pression malvenus et que ce soit trop punitif. Je n'aime pas les jeux trop punitifs. Bon, on stoppe là. Je vous dis, je vous dis à la prochaine vidéo. Alors, si vous avez jeté un œil parce que vous ne connaissez pas du tout Skyrim, peut-être que ça peut vous orienter sur la façon dont c'est fait. Ce qui me vient là, c'est qu'en solo, ça peut être très sympa parce que ça va être assez fluide et rapide. À 2 joueurs, est-ce que ça risque pas de patiner? Puis alors 3, 4 joueurs, je sais pas, je me rends pas compte. Faudrait que je demande à Thierry s'il avait pas joué à Skyrim, lui, s'il en avait pas un bon souvenir, et si je testerais pas le multi au moins en duo, voir ce que ça raconte. Bon, allez, je vous laisse ici, chers aventuriers de bord de ciel, et je vous dis à très vite pour les suites de nos découvertes de nos aventures. Salut, salut.